Non mais c'est une folie ça, gars. Faire de l'ASMR quand t'as pas de bras, franchement c'est une galère, mon frère. Aujourd'hui on gratte des On invités gratte, on a partout. plus le temps à un moment donné, voilà. Plus la température est froide, plus chaque degré compte. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode d'Ave César le podcast, je reçois Théo Curin et vous allez voir que l'échange est vraiment inspirant. Théo, c'est un athlète de haut niveau, conférencier et animateur, connu pour son parcours hors du commun et sa capacité à transformer chaque obstacle en force. Avec une énergie incroyable, il a réalisé des exploits exceptionnels. On va parler de résilience, de sport, de regard sur le handicap et de dépassement de soi, avec aussi pas mal d'humour. Donc je suis très heureux de vous inviter dans cette discussion. Ave César le podcast avec Théo Curin, c'est parti. Bon Théo, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast en vrai. Je vais t'expliquer un petit peu le concept et aussi pour les gens peut-être qui écoutent pour la première fois. Ça s'y tombe pour la première fois sur ton interview, c'est magnifique. Mais en vrai, je suis super content de t'avoir. Est-ce qu'on peut expliquer comment on a été mis en contact aujourd'hui ? Déjà moi je suis très content d'être là aussi avec vous. Ça s'est fait un peu par hasard. J'étais sur la route. Et tu sais, c'est des longs trajets. C'est tellement des longs trajets qu'à la fin du trajet, tu sais plus quoi tu peux écouter. T'as écouté tous les albums que tu kiffes. T'es dans les bas-fonds t'es dans podcast. Les bas-fonds de ta playlist. Et puis là, je commence à écouter des podcasts, il n'y a rien qui me plaît et tout. Et là, je tombe sur un podcast sur les dinosaures. Et je crois que je suis resté, mais vraiment premier degré tout le long de du podcast. Et c'était vous, c'était toi avec tes amis. Et j'ai passé un trop bon moment. Tellement un bon moment qu'après j'ai décidé d'aller voir sur Instagram un peu ce que vous faisiez comme concept. Et j'ai vu que tu m'avais envoyé un message justement pour me proposer cette interview. Moi j'avais envoyé un DM, je sais plus combien de temps avant, mais en mode Théo, on aimerait trop t'avoir pour ce concept d'interview. Ouais. Et c'est comme ça que tu l'as vu, c'est énorme. Ouais. Et voilà, et on se retrouve ici. Et voilà, et aujourd'hui on se retrouve là. Magnifique. Quand je regardais un peu tout ce que tu avais fait, je me suis dit mais comment je vais le présenter juste en vrai, parce que tu as un nombre de casquettes de métiers, gros, j'ai trouvé ça incroyable, tu vois, parce qu'évidemment j'ai un petit peu travaillé quand même, j'ai un peu travaillé sur ta vie et tout. Mais pourquoi ? Parce que le concept même de cette interview, c'est qu'en gros, on a mis des objets dans une boîte. Ouais. Tu vas me donner un numéro qui va être associé à un objet. Ouais. Et ensuite, on va partir sur des discussions où en gros, j'ai des questions particulières en fonction de l'objet. Tu me diras aussi que ces objets représentent pour toi. Ouais. Peut-être que tu diras... Rien du tout. J'en sais rien en fait. Et moi, j'essaierai de t'expliquer pourquoi. Ouais, mais parfois, c'est pas logique. Parfois, c'est logique. Mais en tout cas, trop content de t'avoir. Alors du coup, je me suis fait une petite liste de tous les métiers. T'es nageur, t'es conférencier, t'es animateur télé, on va aussi en parler. T'es mannequin, monsieur, s'il vous plaît. T'es aussi acteur, chroniqueur, t'as été chroniqueur et tout ça, enfin ça va, c'est assez de métier. Ouais, ça va. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est vrai que ça peut faire beaucoup et tout, mais pour moi, je débute un peu dans tous ces domaines, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai jamais fait les cours Florent ou des écoles de théâtre ou quoi pour l'acting. Donc en gros, pour moi, je suis novice dans tous ces milieux et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir apprendre en fait sur le terrain, et c'est ça qui rend le truc assez passionnant, quoi. Ouais, tu peux switcher un peu de l'un à l'autre, faire des tests et tout. Est-ce que parmi tout ça, il y a un truc que tu préfères ? Je serais incapable de choisir. Aujourd'hui, ce que je fais le plus, c'est de l'incarnation à la télévision, de l'animation. On va en parler, tu t'animes Slam. Mais de toute façon, on a aussi des petits objets qui sont en relation avec ça. Ouais. Mais en vrai, ça va être passionnant parce que j'ai l'impression que tu as eu 10 vies déjà. Alors que, je le rappelle, tu es né le 20 avril 2000. C'est ça. Puisque c'est marrant, j'avais un peu ce truc, je pensais que t'étais plus vieux que moi. Moi, je suis né en 99. Ah d'accord, et tout le monde me dit, ça fait mal. C'est vrai. non, mais tu vois, j'aurais dit 98. En fait, on va dire la phrase que tout le monde dit quand on est un truc comme ça, mais c'est parce que t'es très mature. Voilà, c'est tout le monde me dit ça. Très mature. Non, mais c'est vrai, on a tendance à me dire que je fais plus âgé. Alors je sais pas si c'est la barbe ou les cheveux qui tombent, mais en tout cas non, je le prends bien, et je pense que c'est dû aussi à ce que j'ai vécu quand je suis tombé malade quand j'étais gamin et tout. Ça fait forcément grandir. Ça fait forcément grandir parce que tu dois trouver très vite des solutions, tu dois te battre, tu dois apprendre tout simplement. Ouais. Et donc je pense que ça fait un peu grandir. Ça forge. Donc on peut passer au premier objet et je te laisse me dire un numéro entre 1 et 8 parce qu'on a 8 petits objets aujourd'hui. Je vais prendre le 3 pour commencer. Celui-là, c'est un peu la tradition dans ce podcast. Ouais. Je te laisse regarder un petit peu. En gros, si tu peux expliquer un peu ce que tu vois petit à petit. Pour les gens qui écoutent en podcast, c'est plus sympa. Impôts, les scénarios de la baisse. Putain, on va se marier aujourd'hui, je vous le dis. Putain, pourquoi ce truc-là ? Le Monde, donc c'est le journal Le Monde. En fait, il y a une info que tu dois avoir.
Il y a une info qui est relative à toi. Alors Non, là, t'étais sur le bon endroit. T'étais sur le bon j'étais endroit. sur le bon endroit. Parce que d'accord. pour ceux qui ne voient pas, parce que le podcast est disponible en vidéo, mais aussi en audio, en fait c'est un journal. Pour le moment, c'est le journal du Monde. Ah ben non mais c'est une folie ça gars. Eh. Ah, j'avais pas vu. C'est le journal Le Monde du 20 avril 2000. Ouais. C'est une folie. C'est une dinguerie, non? Ah, mais c'est une folie mon gars. Non mais vraiment. C'est Donc le jour de ton anniversaire. Ouais. Ouais. Putain mec, ça me fait un truc, je sais pas pourquoi. Mais je te jure, mais moi je suis exactement pareil. C'est pour ça qu'on le donne aux invités, on essaie de trouver à chaque fois. Parce que moi je trouve ça incroyable de savoir, vas-y, le jour de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait, tu vois. Trop marrant. Bah ça parlait des impôts quoi. Hein. Ouais, Franchement, ça a pas changé quoi. ça a pas changé. 25 ans après, c'est une folie. Vraiment, c'est dingue. Tu viens de Lunéville, Ouais, en Meurthe-et-Moselle. ouais. Ça représente quoi pour toi là aujourd'hui? Je vais t'enlever ça, parce que ça risque de faire du bruit, parce que Ouais. les gens aiment bien trifouiller. C'est vrai. J'ai envie de feuilleter. Mais tu pourras repartir avec. Tu Ok, pourras repartir très avec. bien. De toute façon, moi je vais rien en faire, c'est pas malade de naissance en Ouais. fait. Donc T'es né quand toi du coup en le 89? 8 juin 99. D'accord. Ouais, voilà. J'aimerais te dire, ah oui, dans le t'es Nord. tel Dans le signe, Nord. mais j'ai pas les signes astrologiques que j'aimerais faire. Gémeaux. Ouais, d'accord. Et toi? Ah, d'accord. Et toi? Moi, je suis taureau. Je suis taureau, mais alors c'est un truc de fou. Petite parenthèse. Ça Parce va que être t'as très long. failli être Gémeaux. Non, ça va être très long. Parce que le 20 avril 2000, c'est une date de naissance un peu bâtarde parce que ça change tous les 2 ans. Attends, Là, il y a un gros blanc. je l'ai pas. Là, le gars, il est en train de se dire, Je l'ai waouh, pas il est du en train tout. de délirer. En fait, ça change tous les 2 ans. Par exemple, le 20 avril 99, bah t'es bélier. Ok, oui, d'accord, ok, ouais. Tous les 2 ans, Oui, ça- t'es ça pile. change. Ah, c'est Ouais, c'est marrant. bizarre, ouais. Même si que Il y j'avais a très aucune peu de dates idée qu'il y comme avait les dates un peu butoirs. Moi non plus. Ma mère a pendant une vingtaine d'années acheté des, tu sais, les gratte-gratte, les astros là, Ouais. bélier, en pensant que c'était moi. En fait, non, En fait, je suis taureau. Voilà. À cheval entre un bélier et un Ça fait taureau. plaisir. Voilà. Ça te représente, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs. Oui, c'est une bête à cordes, ça pense. Donc Lunéville, Ouais, Meurthe-et-Moselle. Ouais, voilà, je suis né là-bas. Tu y retournes, tes parents sont toujours là-bas ou Ouais, toute ma famille est encore là-bas. Franchement, ma famille et mes potes d'enfance ont pas vraiment bougé. Ouais. C'est un lieu que j'affectionne beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai grandi là-bas et puis il s'est passé quand même pas mal de choses aussi. Et donc encore aujourd'hui, moi j'habite à Paris maintenant, mais j'ai besoin souvent de rentrer en Lorraine, passer du temps avec mes proches dans notre cocon où on a grandi. Et c'est comme ça que je me ressource et que je recharge un peu les batteries. Tu sais, parfois on se sent un peu fatigué, un peu épuisé. Il y a un truc qu'on a du mal à expliquer, quoi. Et quand je ressens ça, j'ai envie de partir en Lorraine et de breaker. Ouais, clairement, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver, ne serait-ce qu'un environnement qui est très familier, juste Ouais. Juste ça, c'est agréable, tu vois. Ah, c'est clair. T'as des liens forts avec ta famille? Ouais, de ouf. On est très soudés, mes parents et moi, et j'ai une grande sœur aussi qui a 3 ans de plus que moi. On est une famille soudée depuis toujours. Et c'est vrai que quand je rentre là-bas, il y a un truc qui se passe, c'est pas facile à expliquer, mais comme si je déconnectais un peu tout, y compris dans mon corps, et je ressens un état de fatigue le premier jour quand j'arrive là-bas, qui me fait dormir beaucoup. La première nuit, quand tu ouais. reviens chez tes parents, Ah, je te moi jure. j'ai toujours ça, c'est exceptionnel. Ah ouais, ah mais elle est folle cette nuit. Ouais. Ah, je te jure, elle est tellement réparatrice. Et donc, oui, voilà, j'aime passer du temps avec eux. C'est comme ça que je me ressource, quoi. C'est très important. C'était quoi tes rêves d'enfant quand t'étais petit Est-ce qu'il y avait des trucs particuliers, un métier? Bah, je pense que j'étais pas vraiment original comme beaucoup de petits garçons. Je voulais être pompier, je voulais travailler. Par contre, moi, j'ai grandi à la campagne, en Lorraine. Et je voulais être agriculteur aussi. Je voulais conduire des tracteurs. Je voulais être super-héros. Voilà, je voulais faire plein de métiers un peu cool. Classique de petit garçon. Voilà, classique de petit garçon, pas vraiment original, mais j'ai toujours été rêveur, ça c'est vrai. Même encore aujourd'hui, je suis souvent un peu dans mes pensées. J'aime prendre les transports aussi pour ça, parce que je me sens bien en fait quand t'es dans l'attente pour aller d'un point A à un point B. Je trouve que ça ouvre un peu ton imaginaire et moi je pars un peu en cacahuète dans ma tête. Et ouais, mais il y a des endroits un peu comme ça. Moi je sais que c'est la douche. Ah ouais? Avec la douche, moi c'est exceptionnel, mais c'est pour ça que j'ai tendance du coup à prendre des douches un peu longues. En fait, le fait qu'il y ait un bruit de fond Ok. et personne, et ça me met dans une espèce de bulle, Ouais. et genre j'ai les meilleures idées, je les ai dans ma douche. Ah ouais, sérieux? J'ai ce truc de... Mais en même temps, j'ai pas non plus l'occasion de prendre des transports seul et tout. Ouais. Donc j'ai moins ce truc-là des transports, mais je peux carrément comprendre la voiture, la musique. Ouais, pareil. Ça c'est exceptionnel. Mais la douche, oh là là, La douche. meilleures idées quoi. Ok. Là, ma d'accord. créativité Ce est podcast, épuisée il a été là-dedans. créé dans une douche ou pas? C'est pas impossible que cette boîte, Ouais, elle a été réfléchie dans la douche, je vais pas te D'accord, mentir. ok, C'est pas très bien. impossible.
Et ouais, il y a des endroits comme ça et pareil, revenir chez ses parents aussi, ça fait partie de la ressource, tu vois. C'est trop cool. Ah ouais, c'est trop important. Et je vais y retourner d'ailleurs pour les fêtes là. Je sais que je vais vraiment breaker, je vais couper mon portable aussi. Il y a que là-bas aussi que j'arrive vraiment à poser le portable complètement, à pas décrocher à la moindre sonnerie, tout ça, à la moindre notification. Ouais. D'une part par respect envers pour les gens mes de proches, aussi. mais aussi parce que voilà, il y a que là-bas où je sens que j'en suis capable, quoi. C'est rigolo. Ouais, t'as moins besoin de checker tout le temps et tout. Ouais, c'est ça. Parce que t'es bien. Exactement. On peut passer à l'objet suivant. Je te laisse du coup me donner un numéro tout à fait au pif. Le 7. Ah, c'est une petite photo. Je te laisse découvrir. C'est une photo avec Philippe Croison. Quand t'étais tout petit. J'étais petit, hein. T'étais tout petit. Mon gars, j'ai fait la crête. C'est trop mignon. C'est une photo avec Philippe Croison. C'est vrai que j'étais jeune. Je sais pas vraiment quel âge j'ai sur cette photo. Donc, pour les gens qui connaissent pas nécessairement Philippe Croison, est-ce que tu peux expliquer qui c'est et pourquoi ça a été quelqu'un d'important aussi Alors, pour ceux qui connaissent pas Philippe Croison, c'est un monsieur qui est également amputé des 4 membres. Alors lui, c'est pas suite à une maladie, mais c'est suite à un accident. En fait, il s'est fait électrocuter en voulant démonter son antenne télé. En démontant l'antenne télé qui était sur son toit, en gros, il a touché un câble à haute tension au-dessus de sa maison. Et ce qui a fait que le courant est rentré dans ses mains et est ressorti par ses pieds. Et il a fallu l'amputer pour le sauver. Et ce qui se passe, c'est que moi, peu de temps après ma sortie d'hôpital, évidemment, c'est pas facile. On se pose des milliers de questions avec mes proches. Donc en fait, toi, t'as eu donc une maladie, c'est ça? Une méningite bactérienne. C'était à quel âge? C'était à 6 ans. Ok. Donc moi, méningite bactérienne, et en gros, c'est une bactérie qui va nécroser les plus petits vaisseaux sanguins de ton corps. Okay. En l'occurrence, il se trouve dans les mains et dans les pieds. Et on va tester plein de traitements possibles et imaginables pour arrêter cette bactérie, mais elle a pris trop de place dans mon corps et on m'a amputé des 4 membres pour me sauver la vie également. Et donc, quand je sors de l'hôpital, donc au bout de 4 mois à peu près, on est un peu dans le flou avec mes proches, conscient d'avoir déjà quand même remporté un combat important face à la maladie. Parce que quand tu sors à ce moment-là, c'est la maladie terminée. Genre oui. On sait que c'est... Ouais. Okay. En gros, la maladie a été traitée, la maladie fait plus partie de mon corps, enfin la bactérie fait plus partie de mon corps. D'une part parce que on a changé tout mon sang, parce que d'ailleurs j'invite les gens à participer au don du sang, c'est hyper important parce que ça m'a sauvé la vie. Et d'autre part parce qu'on a aussi enlevé mes mains et mes pieds qui étaient nécrosés en fait, qui étaient trop malades. Et c'était quoi ta question? Et donc, oui, je sors de l'hôpital. Ouais, je sors de l'hôpital. Non. Et quand je sors de l'hôpital, oui, je suis vraiment sauvé de la maladie, mais le plus dur reste à venir, en gros, oui, parce que faut-il savoir comment gérer la suite. Quoi. C'est ça. T'as plus de mains, t'as plus de pieds, et tout a l'air beaucoup plus compliqué. Et donc, on se pose plein de questions avec mes proches. Et donc, déjà, on m'emmène dans un centre de rééducation où je vais réapprendre progressivement à remanger tout seul, à m'habiller tout seul, à marcher aussi avec des prothèses, tout ça. Ouais. Mais il y a aussi un truc qui était très compliqué pour moi à cette période-là en rééducation, c'est que j'avais beaucoup de mal avec le regard des autres. Je souffrais beaucoup de ça, vraiment. Ça me faisait vraiment mal au cœur. Pour un petit garçon aussi, c'est normal, je veux dire. Ouais. C'est un moment de la vie aussi où on regarde beaucoup ce qui se passe autour, on a envie de faire comme tout le monde. C'est un moment où on est tellement curieux et des autres et de l'environnement que c'est logique. C'est ça. Et donc, je galère à accepter le regard des autres et je galère tellement que petit à petit, je me renferme en fait dans une bulle. C'est-à-dire que j'allais dans un centre de rééducation où j'étais entouré que de personnes à peu près comme moi, qui étaient elles aussi concernées par un accident de la vie, une maladie, un handicap. Et quand je sortais en fait dans la rue, quand je sortais de ce centre de rééducation, je me sentais vraiment seul en gros dans cette situation. Et ça a été très difficile pour mes parents de me remotiver en fait à sortir, à aller au ciné, à aller faire le marché le dimanche matin, tout ça, avoir une vie un peu normale d'un gamin de 7-8 ans à l'époque. Et ma maman un jour me parle d'un mec qui s'appelle Philippe Croison justement, parce qu'elle venait de lire son livre, son premier livre. Elle m'a dit: Théo, c'est fou, je viens de lire un livre d'un monsieur qui a exactement le même handicap que toi et qui arrive à avoir une vie quasi normale et qui entreprend des projets assez extraordinaires. Même carrément mais plus que normal, une vie de fou en vrai. Non mais c'est des trucs fous. Mais à l'époque il n'avait pas fait encore de traversée et tout ça. Mais tu sais, dans son livre vraiment il parle de sa vie intime, de sa vie de famille, parce qu'il avait déjà des enfants et tout. Et quand on me dit ça, moi déjà j'hallucine, je me dis waouh. Ça veut dire que, parce que j'ai 7-8 ans, enfin j'ai 7 ans je pense à cette période-là. À 7 ans j'hallucine, je me dis waouh, ça veut dire qu'il y a un monsieur
en France, dans mon pays, donc ça veut dire pas très loin de chez moi, qui a la même chose que moi. Et en plus, qui s'en est sorti. Et donc moi, je dis à ma maman, mais il faut absolument qu'on le contacte, ce monsieur, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Et donc on lui a écrit une lettre avec ma maman, une lettre très longue lettre, où on expliquait justement ce qu'on avait vécu, ce qu'on était en train de vivre, toutes les inquiétudes et les interrogations qu'on avait, et on lui a envoyé. C'est juste qu'au début, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, je suis dégoûté, tu vois. Je me dis, déjà, putain, bon, Philippe. ouais. Ah ouais, il aurait pu faire un effort, le frérot, quand même. Je sais pas, montre-moi que t'existes au moins, quoi, je sais pas. Et un jour, je suis dans ma chambre, ma mère débarque limite en courant, et elle me tend un portable, et je décroche, et j'entends oui, allô, c'est Philippe Croison. Et là, je suis un peu surpris, je sais pas trop où mettre, parce que d'un côté, je suis heureux, mais d'un côté, je suis putain, enfin quand même, quoi. T'as un peu tardé, frérot. Je lui dis, bah écoute, je vois que mon histoire t'a touché, tu m'as direct envoyé un message, ça fait plaisir. Il me dit, non, vraiment, je suis désolé. En fait, ça m'a tellement touché qu'un enfant de 6 ans vive la même chose que moi, que j'ai pas réussi à t'appeler, à te contacter tout de suite, c'était trop dur pour moi. Il m'a dit, mais aujourd'hui j'ai pris mon courage comme je pouvais. Ouais, parce qu'en vrai c'est courageux aussi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, il a dit là, aujourd'hui j'ai réussi à t'appeler, et déjà je m'excuse pour le temps que j'ai mis, mais en plus de ça, ce que je te propose, c'est de venir te rencontrer dans quelques semaines, quoi. Je dis, bah écoute, Benef, viens, je t'attends en Lorraine, je bouge pas, et 15 jours après, en fait, il est venu. Et je te raconte l'anecdote, je la raconte tout le temps, mais parce qu'elle est forte et parce qu'elle est vraie, et qu'elle marque, je trouve, un tournant quand même dans ma vie, c'est que le jour où il arrive chez mes parents, sans même lui parler, il me rassure beaucoup, parce que déjà, je le vois arriver en voiture. Et là, c'est con, mais c'est vrai. Je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Ouais. Et il se gare plutôt bien, d'ailleurs, il fait un beau créneau. Et il sort avec des belles prothèses en carbone, et je me dis waouh, je vais pouvoir marcher avec des belles prothèses en carbone quand je serai grand. Et puis c'est pas fini, parce que du côté passager de la voiture, il y a une femme qui sort. Ouais. Et je me dis waouh, une femme quand je serai grand. Non mais c'est vrai, Monsieur. Non mais c'est cool, parce que ça peut paraître un peu bateau pour vous peut-être, mais j'avais l'exemple concret sous mes yeux que malgré notre handicap qui est le même, on peut avoir une vie tout à fait normale, quoi. Et ça me rassure beaucoup, et en fait je passe un week-end magnifique avec lui. Il me donne beaucoup de conseils, il me rassure aussi sur le regard des gens, il me sort des phrases que mes parents m'avaient dit 1000 fois pour me motiver, mais qui sonnent, qui résonnent différemment dans ma tête, sortant de sa bouche. Et c'est une rencontre qui a été déterminante, d'une part parce qu'il m'a aidé au départ à accepter le regard des autres, à mieux le comprendre en tout cas, et en plus, peu de temps après notre rencontre, lui il entreprend de traverser la Manche à la nage. Je lui dis, mais t'es malade mon gars. Mais c'est déjà traverser la Manche à la nage quand on est valide, c'est compliqué. Ouais, je serais pas capable. Mais en plus, quand t'as pas de bras et pas de jambes, c'est quand même sur le papier une mauvaise idée quand même. C'est un sacré défi, oui. Ouais, a priori, c'est compliqué. Pour déconner, mais à moitié, je lui dis, mais en plus, tu sais, on ressemble beaucoup aux bonhommes qu'on jette au fond de l'eau là pour passer le BNSSA, là, tu sais, les mannequins sans bras et jambes. Là. Je vois très bien. Je dis, c'est trucs orange. Ouais, c'est con que tu finisses comme lui. Et il me dit, non, mais t'inquiète, je vais être entraîné et encadré par une équipe de professionnels et tout. Et c'est vrai, il s'est entraîné pendant des mois. Et il a réussi à traverser la Manche à la nage, et c'est ce qui m'a donné envie, en gros, de faire un peu comme lui au départ, de nager en fait, parce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais peur de l'eau au début, et je trouvais que c'était intéressant d'aller au contre de cette phobie, et au début c'est juste par fierté quoi, que je me mets à l'eau, c'est juste pour me prouver que j'en suis capable, et au final il y a un déclic qui se passe, et je prends du plaisir. Énorme. Et on va en parler de ton parcours sportif, mais il faudra attendre qu'on pioche l'objet adéquat, tu vois. Non, c'est parfait. Non, mais moi je trouve ça trop bien. Je précise aussi, je le mets ici, que tu as aussi écrit un livre. Ouais. Qui s'appelle La chance de ma vie. Ouais. Donc franchement, c'est un super livre. N'hésitez pas à vous le procurer. Je te fais un peu d'autopromo, ouais, je me permets. Franchement, j'ai bien fait de venir. Non mais je trouve, évidemment, le titre tu l'as choisi, mais je le trouve fort, et ça résume bien aussi ce que tu dis, truc de résilience, de te dire petit à petit qu'en vrai, en fait la vie va juste continuer, et let's go. Mais tu sais que c'est drôle que tu parles de ce livre et du titre, parce que La chance de ma vie, donc c'est le titre du bouquin, et quand je l'ai sorti en promo et tout, on me rentrait un peu dedans sur le titre. Mais alors on a bien vu que voilà, t'étais passé au-dessus de ton handicap et que t'en avais fait une force et tout, mais après de là à dire que c'est une chance d'être tombé malade, je dis en fait peut-être que vous avez pas compris aussi tout à fait le titre, parce que moi, La chance de ma vie, pourquoi j'ai choisi ce titre-là, c'est que pour moi ça englobait plein de messages en fait que je souhaitais envoyer. Peut-être oui, déjà parce que j'estime avoir de la chance dans ma vie aujourd'hui, la chance de faire justement
tout ce que je fais, de pouvoir tester plein de métiers comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir pu faire des rencontres passionnantes. La chance aussi d'avoir vécu cette difficulté, cette maladie en étant aussi bien entouré. Et pour moi, la chance, ça veut dire plein de choses. Mais c'était pas la chance de ma vie, c'est d'être tombé malade. Non, moi, je trouve ça trop bizarre ne serait-ce que de remettre en question le titre que quelqu'un a choisi pour son livre. Mais moi, j'ai halluciné. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est la petite anecdote, mais j'étais vachement surpris des réactions des journalistes au départ. Ok. Je te laisse me donner un autre numéro. Le 1. Yeah. Tiens. Ah putain, ouais. Peut-être j'ai capté. Peut-être t'as capté. Qu'est-ce que tu vois juste? J'allais faire si vous voulez faire de l'ASMR pour les gens qui nous écoutent. Mais quand ça tu faire de l'ASMR quand t'as pas de bras, franchement, c'est une galère, mon frère. Change de métier, t'imagines le pire ASMR de France. Ça fait gling-gling, je te la récupère. Vous avez entendu. C'est un big trousseau de clés. C'est un big trousseau de clés rouillé. Tu veux faire référence à Fort Boyard? Je fais complètement référence à Fort Boyard. Voilà, ouais. Ouais, donc du coup, les clés de Fort Boyard. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire Fort Boyard plein de fois. 4 fois. Alors t'as vu. Ah oui, 4 fois. Ouais. Tu vois, j'avais 3 fois en tête. Non, 4 fois. Ouais, 4 fois, je crois. 4 fois maintenant. T'as bien aimé. Mais j'ai bien aimé et surtout, je sais pas vous, les amis, mais c'est un rêve d'enfant. Mais tellement. Déjà, quand on m'a proposé la première fois, je dis évidemment que je veux venir. Parce que, au-delà de participer à l'émission, rien que le fait de rentrer sur le fort, pour moi, c'était une dinguerie, tu vois. Ouais. Pour l'anecdote, donc en fait, comment ça se passe un tournage de Fort Boyard? C'est que tu arrives la veille du tournage, tu dors à l'hôtel avec l'équipe. On est briefé un peu le soir et tout, on nous donne. Il n'y a pas d'hôtel dans le fort, c'est un hôtel. Non, ouais, tu dors à côté. Mais tu sais qu'il y a apparemment, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans de ça, c'est Olivier Mine qui m'avait dit ça, c'est qu'il dormait sur le fort. Lui, Olivier Mine et les candidats. Et au final, après, ils ont arrêté. Mais à l'époque, il dormait vraiment dessus, quoi. Donc nous, on dort à l'hôtel, on est briefé, le lendemain matin, on part très tôt et on prend un bateau justement pour aller jusqu'au fort. On prend le bateau avec l'équipe de prod, c'est un énorme bateau, c'est comme un mini ferry, quoi. Ouais. Donc il y a toute l'équipe de prod, t'as l'équipe aussi qui va participer à l'émission, t'as les personnages aussi du fort. Et à un moment donné, je m'assois, donc je vois Passepartout, Passe-Muraille pour la première fois, dinguerie aussi, ouais, tu vois, déjà il parle, ça te fait un choc. Et en plus, Passepartout, André, il s'appelle André, il est trop gentil et tout, trop marrant. Du coup, je papote un peu avec lui et tout. Mais surtout, je me pose et je regarde en face de moi, je vois un gars et je me dis, putain, je le connais, mais j'arrive pas à le remettre. Un gars qui allait participer au... Non, je le vois au loin, comme ça, dans le ferry, mais tu vois, c'est ce truc où tu sais que tu le connais, tu l'as déjà vu quelque part, mais tu sais plus vraiment où, ni quand, etc. Et en fait, je le regarde. Et en fait, il y a André, justement, Passepartout, qui me voit le regarder un peu avec assistance. Il me dit, mais c'est le père Fouras. Mais en fait, c'était le père Fouras. Ah, mais pas grimé, quoi. Déguisé, quoi. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un truc de voir... Limite, j'étais un peu déçu de l'avoir vu en vrai parce que pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe, tu vois. Et tu vois, j'étais un peu triste, tu vois. Mais au final, pareil, il est adorable. Et voilà, donc ça, c'était la petite anecdote du bateau. Mais voilà, quand tu rentres sur le fort pour la première fois, tu pètes un plomb, quoi, parce que t'y es, quoi. Les cellules, elles sont là pour de vrai. Les clepsydres, elles sont là. Et vraiment, le jeu est fait d'une façon qui te permet de vraiment te sentir dans une aventure, quoi. Pendant une journée, tu te déconnectes avec la personne que t'es dans la vie de tous les jours et t'es vraiment là sur le fort pour avec aller chercher les clés. Ouais, vraiment. Et t'enchaînes vraiment les épreuves. Il y a très peu de temps de break, donc vraiment t'es tout le temps en train de bouger. Tu montes, tu descends les étages, tu montes, tu descends les étages. Et puis c'est fort quand même parce qu'on te pousse quand même à relever des challenges. Ceux qui ont peur du vide, on leur propose de faire un saut à l'élastique. Ceux qui ont peur des araignées, on leur propose de faire des épreuves avec des araignées. Mais en plus, pour la bonne cause, parce que tu joues pour des associations. Ouais. Mais aventure de dingue et aventure humaine importante. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des seuls jeux où on peut vivre autant de choses en une seule journée en étant bien entouré. Une telle aventure comme ça. En plus, comme tu dis, c'est un mythe. Rien que juste le fait d'y être exceptionnel. Et du coup, ça me fait un peu une transition vers ton métier aussi actuel. Ouais. T'es animateur télé, t'as repris l'émission Slam. Ouais. Juste comment on s'y prépare, déjà comment t'apprends? Est-ce que tu t'avais potentiellement émis l'idée que t'aimerais bien déjà
animer un jeu télé de ce type-là, tu vois? Et est-ce que du coup on t'appelle en conséquence ou est-ce que c'est une proposition giga ouverte en mode de Théo, on devrait bien le faire, tu vois? Ouais, je vois. Non, en fait, déjà, moi, depuis tout petit, je rêvais quand même de faire de la télé. Mais ça me paraissait impossible, déjà parce que, comme on l'a dit, hein, je viens de Lorraine, mes parents sont pas du tout dans le milieu là. Et puis, je pensais que c'était impossible. Et puis surtout, même avec ma particularité, avec mon physique, comme personne n'était comme moi à la télévision, je me disais que j'avais sûrement pas ma place là-bas. En fait, les choses ont fait que j'ai commencé à faire quelques apparitions à la télé, sur plusieurs formes, en acting, en tant que chroniqueur et en tant qu'invité. Et j'ai commencé à évoluer, à avoir ma première émission avec les enfants, T'es au top, des choses comme ça. Mais Slam, ça s'est fait un peu progressivement. C'est-à-dire que moi, je travaille avec un producteur, Mehdi Arbaoui, et un jour, il me dit, est-ce que ça te dirait que je demande à France Télévisions de te mettre parfois sur des castings d'émissions, juste pour que tu apprennes en fait à gérer un casting, à apprendre la mécanique d'une émission comme ça en très peu de temps. Je dis écoute, ouais, franchement, je suis très très chaud, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut que j'apprenne le métier et ça fait partie du truc quoi. Et il m'a dit ok, banco, je vais en parler à France Télévisions. Et un jour, France Télévisions nous appelle et ils nous disent écoute, on va voir plein d'incarnants, plein d'incarnantes, est-ce que ça intéresserait Théo de participer au casting pour l'émission Slam? Alors moi, au début, je me dis waouh, ouais, mais c'est un sacré challenge quoi, parce que moi je suis toujours été honnête, Slam, je suivais pas l'émission, je savais très bien à quoi elle ressemblait et quel était, on va dire, le but du jeu, mais j'étais pas rodé du tout quoi. Donc on nous dit le casting il est dans 3 jours quoi. Et ça ressemble à... On te brief, ce sera ça le casting. C'est en gros, tu dois faire une fake émission. Ouais, en gros, tu dois faire une fake émission. Ça sera le bonjour. Donc, en gros, quand tu arrives sur le plateau, introduire les candidats. Donc, en gros, parler des candidats, leur poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils aiment, etc. Et ensuite, jouer une première manche. L'émission, elle est coupée il y a une première manche avec 3 candidats. Ensuite, il y a le match entre 2 candidats et la finale. Et donc, en gros, c'était le début de l'émission et la première manche qu'il fallait faire. Et ils me disent, voilà, on te voit dans 3 jours. Oh, purée. Donc là, pareil, avec Mehdi, mon producteur, on se réunit, il vient chez moi et je te promets, mais pendant peut-être 4-5 heures, on regarde des slams avec parce Ferro à l'époque. On regarde en replay plein d'émissions. J'en devenais fou, quoi. J'en pouvais plus. Le générique, il rentrait dans ma tête. J'en faisais des cauchemars, limite. Non, mais je te jure. Et puis à un moment donné, quand j'avais suffisamment regardé d'émissions, mon producteur, il coupe la télé et il me dit bon, voilà, ton cactus là dans ton salon, ça va être ta caméra pour l'entrée. Le canapé, ça va être tes 3 candidats. Et ta télé, ça va être le public. Et en gros, ça va être à toi de jouer un peu avec ces différents axes. Ouais. Et c'est à toi de faire le show quoi. Et donc je me suis entraîné dans mon salon comme un taré quoi, à parler tout seul à mon cactus, à mon canapé et à ma télé. Faut mettre les rideaux à ce moment-là. C'est ça. Ah ouais, non, j'avais un peu honte. Et au final je me suis entraîné comme ça, ce qui a fait que le jour J il n'y avait plus mon cactus et ma télé, mais j'avais quand même bossé un peu la mécanique, des déplacements, tout ça. Et au final, sans mauvais jeu de mots, j'ai pris mon pied pendant le casting. J'ai vraiment kiffé, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusé. Et à la fin du casting, c'est comme au cinéma, on dit on vous rappelle quoi. Et là, c'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Combien de temps d'attente ? Tu savais combien il y avait eu de candidats ? Ouais, il y en avait pas. Et tu savais qui ou pas ? Ouais, pas tous, mais j'avais quelques noms, tu vois. Et puis forcément, quand j'avais entendu les noms, moi honnêtement, je le prenais comme une expérience, tu sais. Et ouais, t'as raison, parce que même si t'es pas pris, c'est énorme d'avoir vécu un truc comme ça. Donc ça veut dire que puis surtout maintenant, potentiellement pour le prochain, c'est ça. Un peu rodé. Et je me disais, au moins maintenant, je sais comment ça se passe, un casting quoi. Ouais, j'avais pas de pression parce que je me disais, voilà, c'est un truc à vivre. Et au final, j'ai tellement kiffé le casting qu'à la fin, je me prête vraiment au jeu. Je me dis, en fait, j'aimerais bien présenter l'émission, quoi. Vraiment, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, même toi, le jeu. T'étais pas sûr de. Enfin, tu t'es dit, vas-y, je fais le casting, mais c'est pas évident que je dise pour moi, oui, c'est moi, à la impossible, fin, tu vois. Okay. Donc, et à la fin, quand je fais le casting, je me dis, mais en fait, c'est possible, tu vois. Ouais. Et quand je rentre dans la voiture de mon producteur, parce qu'il a pu assister au truc, je dis, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Débrief-moi. Et là, gros silence. Et c'est un gars, il réfléchit beaucoup. Gros silence, mais un silence peut-être qui dure 30 secondes, tu vois. Mais c'est long, 30 secondes. Je dis, gars, parle, s'il te plaît. Dis-moi un truc. Et il me dit, c'est toi. Je dis, comment ça, ils te l'ont dit et tout ? Il me dit, non, mais franchement,
je vois pas pourquoi ça serait quelqu'un d'autre. Et en gros, énorme. le seul truc que j'ai, c'est son avis sur ce qu'il pense, mais pendant pratiquement une semaine, 2 semaines, j'ai pas de nouvelles, quoi. Et un jour, on m'annonce que c'est moi, et on m'appelle, et on me dit, bon, voilà, c'est toi qui as été L'année choisi. prochaine, let's go. Ouais, mais par contre, tu commences dans 48 heures. Ah ouais, Ouais, la ouais. première, c'est tourné. Ouais. Mais comment ils font pour avoir des timings si serrés là? Mais parce qu'en fait, tu sais, il y avait un gros problème l'année dernière, c'est qu'il y avait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et beaucoup de studios étaient bloqués en fait pour les Jeux Paralympiques. Et donc en gros, eux, ils pouvaient pas tourner Slam en début septembre. Et on a dû tourner en fait des émissions en juin pour pouvoir diffuser les premières émissions de la rentrée, quoi. Mais j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, tu sais, quand t'as pas vraiment le temps de réfléchir et que sans subir le truc évidemment, mais en mode allez, on n'a pas le temps de réfléchir, on carbure, on Ça envoie. évite de mal dormir pendant 3 Et semaines. j'ai adoré, ça a été une expérience incroyable. Trop bien. Et tu kiffes toujours autant? C'est quoi que tu kiffes le plus dans ce métier-là? Genre, est-ce que c'est plutôt rencontrer les gens, les candidats qui sont tous à chaque fois différents? C'est le fait d'animer, de pouvoir jouer un peu avec la cam et tout Aujourd'hui, j'ai la chance de faire plusieurs choses différentes à la télévision. Donc, il y a Slam, qui est un jeu. Donc, ce qui me plaît dans le jeu, moi, c'est justement le côté divertissement. Ouais. On essaye de faire rire les candidats, le public et les téléspectateurs. Il y a une mécanique aussi qui est importante dans ce jeu. On joue avec les mots, on joue avec l'orthographe, avec le vocabulaire. Donc, t'apprends des choses. Et puis, c'est passionnant. La relation qu'on a avec les candidats aussi, c'est assez chouette. On apprend vraiment à les connaître et vraiment des liens qui se créent aussi avec les champions qui restent un petit peu. Et puis après, moi à côté, je fais une émission pour les enfants, donc là c'est vraiment rien à voir, quoi, tu vois. En vrai, j'allais en parler plus tard, mais on peut carrément en parler maintenant. Ouais, mais tu vois, ce que je voulais dire, peut-être, oui, si on en reparlera, il n'y a aucun problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait basculer là-dessus. Parce que moi, je trouve que c'est une émission de fou. Ah ouais? Est-ce que tu peux expliquer aux gens un peu le concept? En gros, oui, c'est une émission testimoniale où j'écoute les tracas des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Donc l'idée... Qui s'appelle Théotop. Ouais, qui s'appelle Théotop. Et l'idée, en fait, c'est de recevoir l'enfant et que l'enfant nous parle d'une problématique qu'il rencontre dans son quotidien. Donc ça peut être des trucs très lourds, du style j'ai grandi sans papa, un de mes parents est décédé, mais aussi des trucs très légers, du style je suis l'aîné de la fratrie et c'est un rôle qui est pas facile à endosser tous les jours, où je dois partager ma chambre avec ma petite sœur et c'est une galère. Okay. Et donc on traite toutes ces problématiques-là. Moi, j'ai un peu ton rôle, quoi. J'interviewe, je pose des questions, on apprend à connaître le garçon ou la fille qui vient à notre rencontre. Et à la fin de l'émission, il y a un spécialiste, donc c'est un psy qui vient et qui donne des conseils concrets à l'enfant pour que quand il rentre à la maison, il ait des clés. Oui, ça aille un peu mieux. Pour que ça aille un peu mieux dans son quotidien. Après, on n'est pas des magiciens, bien entendu, mais souvent, ça crée une forme de déclic en eux, le fait d'être en tournage, le fait d'être sur un plateau, le fait d'être entouré. Verbalise. Le fait de verbaliser les problèmes. En vrai, c'est déjà une première thérapie. Et ça leur fait trop du bien et souvent vraiment ça va dans le bon sens. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup et justement c'est là où je voulais en venir, qui est très différent du divertissement et du jeu. C'est pas du tout le même rôle. J'ai pas du tout le même rôle et c'est ce qui m'excite aujourd'hui dans ma vie et dans mon quotidien, c'est de faire des choses ultra différentes. À côté, tu vois, là, il y a quelques temps, on a fait une soirée spéciale sur les aidants pour France 5 où justement, là, c'était plus format doc où on allait à la rencontre de personnes qui aidaient un proche qui était dans le besoin. Et donc là, c'est beaucoup plus sociétal. Il y a un enjeu, service public derrière et c'est aussi passionnant. Et c'est ça qui me plaît à la télé et de bosser avec France Télévisions, c'est d'avoir justement tout ce panel à disposition et de pouvoir bosser avec plein de gens différents. On va passer à l'objet suivant. Et je te laisse me donner un numéro. Alors, t'as pris le 1, le 3, c'est tout. Le 7 aussi, je crois. Le 2. Une médaille. Médaille d'argent. C'est une médaille d'argent. C'est une médaille d'argent de natation. C'est une médaille d'argent de natation, ouais. Parce que, là, on va parler un petit peu... Tu nous as un petit peu teasé tout à l'heure en disant que ta rencontre avec Philippe Croison, elle a mené à effectivement, dans un premier temps, aller dans l'eau parce que c'était ta phobie. Ouais. T'as quand même fait des trucs de ouf dans l'eau. Ouais. Après, je le dis, t'es double fois vice-champion du monde, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer justement du coup, de repartir un peu à ce moment-là où tu te dis, ok, je pourrais nager et comment ça évolue si vite? Mais c'est vrai que ça va très très vite parce que, donc au départ, je me force à nager juste par fierté, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je veux aller au contre de cette phobie et je veux me prouver à moi-même et prouver
prouver à mes proches que malgré mon handicap, je peux me dépasser, quoi. Et puis au fil du temps, au fil des entraînements, je me rends compte que quand même l'eau c'est quand même un endroit assez magique parce que tu vois, je suis très optimiste, j'ai souvent le sourire et tout, mais parfois avoir des prothèses c'est chiant, c'est contraignant, ça peut faire mal et tout. Et dans l'eau en fait j'ai plus de prothèses, j'ai pas de fauteuil, j'ai pas d'aide spécifique à mon handicap. Ouais. Et donc j'ai un sentiment de liberté et de légèreté que j'ai pas au quotidien. Puis même juste la glisse, en vrai, Ah ouais, c'est trop agréable. Ah, c'est clair. Et donc je me rends compte de ça et je suis de plus en plus à l'aise dans l'eau, je me sens de plus en plus épanoui aussi. Et donc je vais commencer à faire de la compète et tout. À ce moment-là, t'es déjà encadré spécifiquement Ouais, mais pas professionnellement. Hein. Ouais. J'ai 12 ans à l'époque, Ouais, ok. c'est le début. Voilà, je suis dans un club à Lunéville en Lorraine. Ok, ouais. Je nage tranquillou, quoi. Et quand je commence à faire mes premières compétitions, les coachs qui m'entourent quand même remarquent que j'ai une belle technique, que je glisse bien, que j'ai une belle glisse et tout, et que j'ai peut-être certaines capacités quand même importantes pour les nageurs. Et donc je vais nager encore plus jusqu'au jour où je fais mes premiers championnats de France et que je deviens champion de France à 13 ans. Et là... donc très vite, quand même, très vite. Très vite. Ouais. Et quand je deviens champion de France à 13 ans, forcément, ça intéresse des coachs, quoi. Les coachs viennent me voir, ils viennent me parler. Et il y en a un qui me touche, en fait, et qui a les bons arguments et qui me dit, voilà, si un jour tu souhaites faire de la compétition et du haut niveau, moi, je suis coach à Vichy, en Auvergne, et j'entraîne une structure, un pôle France, qui permet de recevoir, en fait, des athlètes qui sont comme toi en situation de handicap, et puis leur permettre aussi de faire sport-études, quoi, en gros, de pouvoir suivre à la fois un cursus scolaire et des entraînements 2 fois par jour. Et moi, quand on me parle de ça, ça me fait kiffer, quoi. Je me dis, waouh, trop bien. Ça peut être énorme. Déjà, rien que l'aventure, en fait, humaine, de partir loin de chez les parents. Et puis, t'as l'impression de... Tu sais, il y a plein de reportages comme ça où tu vois des sportifs qui partent en sport-études et tout. C'est énorme. Mais je trouve ça cool. Et je me dis, c'est le moment, quoi, en fait. Puis si un jour, je veux potentiellement devenir champion et participer à des compétitions internationales, il va falloir prendre, entre guillemets, des risques et faire des sacrifices. Donc j'en ai parlé à mes parents, qui étaient pas trop chauds au départ. Mais ils voient quand même que t'es champion de France. Ils voient surtout que je suis motivé. Hein. Ils voient que je suis motivé. Et au départ, quand même, c'est surtout ma maman, elle était vraiment pas chaude du tout parce qu'elle disait que j'étais pas suffisamment autonome, ce qui était vrai. Je demandais souvent de l'aide à l'époque. Et donc il y a un petit jeu qui s'est installé entre elle et moi, c'est que à chaque fois que je lui demandais quelque chose à la maison, elle me disait, mais quand tu vas faire à Vichy? Et une phrase de maman, quoi. Et au final, je lui ai montré, je lui ai prouvé que j'étais capable de me débrouiller tout seul. Et en septembre 2013, j'ai fait ma rentrée à Vichy et j'ai commencé du coup le sport-études là-bas. Je suis arrivé, j'étais en 5e parce que j'avais retapé une année quand j'étais tombé malade, forcément. Oui. Et donc j'allais à l'entraînement de 7h à 9h le matin. Ensuite, j'allais au collège. On avait des horaires aménagés avec le statut de haut niveau. C'était un collège où il y avait une classe spécifique pour les sport-études? Non, vraiment, c'était un collège lambda. C'est juste que nous, on avait, parce qu'on était 2 nageurs dans ma classe. Je nageais avec un pote, Jean-Rouen, lui qui était venu de Guyane d'ailleurs, la même année que moi. Et lui, pareil, il avait décidé, comme moi, de tenter ce rêve, ce projet. Et puis, lui, il a vraiment fait du chemin et il est parti de la Guyane pour s'installer en métropole avec nous. Et donc, on était tous les 2 au collège et donc on arrivait tout le temps à la bourre avec 1h30 de retard par rapport aux autres élèves. Et puis, on repartait souvent avant aussi les autres élèves parce qu'on avait entraînement le soir, 2h aussi. Et donc, c'était des grosses journées parce qu'après les 2 entraînements et la journée de cours, il fallait quand même faire les devoirs pour le lendemain. Donc on se levait très tôt le matin, on se levait à 5h30 et on se couchait tard, vers 22h30, 23h. On avait des compètes le week-end et tout. Mais tout ça, moi je l'ai super bien vécu. J'ai vraiment fait 7 ans là-bas en tout. Et 7 ans où on a gardé et conservé ce rythme quasi tous les jours. Et voilà, comme tous les sacrifices, un jour ça finit par payer parce qu'en 2015, j'ai 15 ans et je fais mes premiers championnats du monde, quoi. Et c'est une folie à 15 ans de vivre ça. Et ton pote aussi ou pas? Non, lui il a malheureusement pas participé à des compétitions internationales en natation. En gros, il a utilisé sa venue en métropole aujourd'hui pour continuer à faire des études importantes. Je crois qu'à l'heure où on se parle, il est encore en train de faire des études. Je serais incapable de te dire à quel niveau il est aujourd'hui, mais il fait des grosses études. Donc voilà, il a pris un autre virage, mais qui est aussi impressionnant et c'est trop chouette, quoi, de vivre ça quelque part ensemble. Et du coup, championnat du monde. 15 ans, premier championnat du monde, c'est fou. Là, tu te retrouves, c'est où? C'est à Glasgow. Mes parents viennent, ils font le déplacement. J'ai un pote de Vichy justement qui vient, Nathan, qui était un peu mon aidant sur place. Lui, il venait m'aider à mettre mes prothèses le matin dans ma chambre à 5h30 du mat. Il m'emmenait à la piscine, c'est lui qui m'aidait à me changer pour aller plus vite, tout ça, quoi. Et il m'avait fait la surprise, il était venu en voiture avec son meilleur pote à Glasgow. Et donc, c'est assez dingue. Mais bon, malheureusement, je finis
fini 4ème sur ma spécialité, le 200 mètres nagim. J'ai été longtemps abonné à cette 4ème place qui me rendait fou, hein, on va être honnête. C'est la place du con. Pour un compétiteur. On va pas se le cacher. Ouais, ça fait chier vraiment. Non, vraiment, c'était dur. Même si j'étais jeune et tout. Vraiment, les gens, ils me rendaient dingue à me dire, mais ça va, t'as la vie devant toi, t'as 15 piges. Ouais, mais quand même, ça fait chier. En plus, l'année d'après, je me qualifie pour les Jeux paralympiques de Rio. Et là, je suis le plus jeune de la délégation française à y participer. Donc, il y a pas mal de médias qui commencent à parler de moi et tout. Donc, il y a une petite attente et une petite pression quand même. Je finis 4ème. Pareil. Donc, toujours la place du con. Et c'est après où je décroche justement une première médaille d'argent au championnat d'Europe. L'année d'après, du coup, je décroche mes 2 médailles de vice-champion du monde sur 200 et 100 mètres nage libre à Mexico, championnat du monde de Mexico. Et devant moi, il y a un Brésilien, Daniel Diaz. Et l'année d'après, c'est championnat du monde, c'est un championnat d'Europe. Donc je me dis, si je suis pas trop con, je suis premier. Il n'y a pas de Brésilien. Ouais, techniquement. Donc normalement, a priori. Normalement, c'est bon. Et en fait, là, c'est une cata parce que je vois à la fin des séries du matin que j'ai le 4ème temps des finales. Parce qu'il y a toujours 3 séries le matin. Les 8 meilleurs de ces 3 séries se qualifient pour la finale du soir. Et en fait, moi, je gagne ma série, mais je vois qu'il y a 2 autres séries après moi et qui nagent plus vite. Et je vois que j'ai le 4ème temps et surtout que le 3ème qui est devant moi, il me met 20 secondes. Ouais. Sur un 200 mètres nagim, donc c'est pas, enfin il y a forcément anguille sous roche. Il y a un truc qui s'est. Ouais. Et en fait, en recroisant ces athlètes dans les vestiaires, je me rends compte qu'ils sont en fauteuil roulant, mais qu'ils sont leurs 2 mains, donc forcément ils sont avantagés par rapport. Mais il y a un truc qui a changé sur les catégories ou. Non, mais en fait, je crois qu'on est revu en classification tous les 2 ans. Okay. Et parfois il y a des handicaps qui sont dégénératifs, donc qui empirent. Ouais. Grossièrement, peut-être que ces gars ont repassé une classification et puis ils sont descendus dans ma catégorie. Ouais. Vous l'avez peut-être vu et remarqué cet été avec les Jeux paralympiques de Paris. Parfois, c'est très difficile de comprendre ces catégories de handicap et tout, et c'est normal parce qu'il n'y a pas un handicap qui se ressemble. Mais je pense qu'on peut parfois faire les choses un peu plus justement. Et moi, voilà, j'ai fait les frais de ces problèmes de classification parce que je nageais contre des mecs à la fin qui étaient moins handicapés que moi. Oui, voilà, c'est même avec tout l'acharnement du monde et toute l'abnégation aussi, je pourrais pas nager ces mathématiques physiques aussi que je ne pourrais jamais nager aussi vite qu'un mec qui a ses 2 mains. Ouais, ok, super intéressant. On va passer à l'objet d'après. Ouais, le 8. Let's go. Purée, vous avez trouvé ça où? Vinted. Mais non. Cher, j'espère. Très cher, certainement. 2 balles. Il est encore neuf, il y a encore le... C'est vrai, incroyable. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Je te laisse le montrer. Vas-y, je laisse. C'est une capsule que j'ai eu la chance de faire avec Lacoste. Ah, il est signé, hein? Ouais, j'ai même mon petit logo et tout. J'ai la chance de travailler avec Lacoste parce qu'ils ont commencé à travailler avec moi quand je suis sorti des Jeux de Rio justement en 2016. Et voilà, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours habillé en gros. Et un jour ils m'ont dit on aimerait faire progresser notre collaboration et on aimerait pourquoi pas créer une gamme pour toi et à ton nom. Alors moi j'ai génial, Lacoste. Ah moi j'étais comme un fou. Et en gros on avait fait cette pièce en fait partie, on avait fait 2 t-shirts, on avait fait 2 sweats, on avait fait un sac, des choses comme ça. Et l'idée c'était de faire une gamme pour tous avec des petites adaptations mais qui se remarquent pas vraiment pour les personnes valides. Mais par exemple on avait fait un sur le t-shirt, on le voit par exemple. Le t-shirt c'est la seule pièce où il n'y a pas le truc. Yes. Mais il y a quand même mon logo, il y a la DA du projet en tout cas dedans. Mais par exemple pour donner une idée, le polo on avait fait des boutons aimantés. Ah, je capte. Donc ce qui permettait en fait de mettre les boutons plus facilement quand on n'avait pas l'usage des mains ou des choses comme ça. C'est une campagne qui a plutôt bien marché et l'idée c'est qu'on a récolté des fonds et qu'on donnait en fait à des athlètes qu'on soutenait en fait avec ce projet XT4 et c'était trop chouette. Une trop belle aventure. Franchement une fois ça m'a fait drôle parce que dans Paris j'avais croisé un gars avec une doudoune sans manches de la collection. De la collection. Ouais, et je l'ai arrêté et tout, le gars un peu bugué et tout et du coup on a parlé 5 minutes et ça fait bizarre de voir un gars qui porte un fringue avec sur lequel t'as taffé et tout, réfléchi, rigolo, ça c'est marrant. Moi pourquoi j'ai pris le parti de prendre ce t-shirt et tout, c'est que je trouve qu'il y a un message qui est trop bien, c'est aussi le travail des marques aussi dans l'inclusion. Est-ce que toi, est-ce que tu ressens ça comme très important? Est-ce que c'est peut-être que tu te dis que c'est anecdotique ou pas du tout? Comment tu vois le truc? C'est évidemment hyper important en fait l'inclusion au sens large, mais je pense que quand les grandes institutions, quand les grandes marques envoient des messages comme celui-là, c'est plus percutant et ça va plus vite quoi. Et donc
moi, quand Lacoste m'a proposé de faire cette campagne, évidemment, j'ai accepté. Et le message qu'on a envoyé ensemble, c'était fort. C'était fort, c'était puissant. Et quand tu regardes aujourd'hui, il y a plein d'autres marques qui le font aussi. Et ça veut dire que les choses évoluent, que les choses avancent, que ce soit dans les fringues, mais aussi dans la cosmétique. Moi, j'avais bossé là, avec Biotherm. Pareil, c'était dingue de bosser avec une marque comme Biotherm. En plus, c'était que des clichés de visage, parce que moi, j'étais géré du gel Aqua Power. C'était un gel hydratant. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, j'en mets toujours. On aimerait bien en avoir, ouais, pareil, je mets un petit carton là. Non, mais et en fait, c'était beaucoup de clichés de visage. Donc, en gros, on pouvait pas reprocher à la marque de faire en gros un peu putaclic en mettant un profil comme moi juste pour vendre un produit, parce que c'était vraiment sur mon visage tout ça. Ou alors, quand on voyait mon corps, c'était pour faire des grosses campagnes où j'étais en train de nager dans l'océan ou faire des plongées et tout. C'était des gros spots publicitaires. Et donc, voilà, ils mettaient vraiment les moyens, quoi. Et c'est ça qui était assez chouette. Même là, tu vois, je pense, il y a la Fashion Week régulièrement, et il y a par exemple le groupe L'Oréal en général qui quand même pousse de plus en plus de profils un peu atypiques. Je pense à Marie Bochet qui est une skieuse paralympique. Anecdote. Marie Bochet, elle skiait dans la petite station de ski où moi j'apprenais à skier. Ah ouais, tu l'as déjà croisée alors? Non. En gros, mon père, il allait dans cette station-là l'été aussi. Ouais. Et il était chez les Bochet en mode ski. Alors, il l'aurait raconté beaucoup mieux que moi. Oui. Je sais que il allait dans les pâturages et tout ça, parce que l'hiver il y avait effectivement le ski et c'était souvent des modos de ski, mais l'été ils avaient leur ferme, tout ça. Et voilà, c'est les Bochet. Ouais, le monde est petit. C'est une folie. À Arèche-Beaufort. Ouais. Voilà, big up. On veut bien avoir une petite invite pour le ski aussi. On les embrasse. Voilà. Aujourd'hui on gratte des invites de partout. On a plus le temps à un moment donné, voilà, vous savez. C'est comme ça. Non, et donc même elle, tu vois, par exemple, là, elle défile régulièrement pour L'Oréal et tout, sur leur gros show et tout, donc ça veut dire que les choses avancent quand même. Ouais, c'est trop bien. Je te laisse passer à l'objet suivant. 4. C'est un lama. C'est un lama, les gars. Ça fait penser à quoi, le lama? Pérou. Au Pérou. Bien sûr. Oui, Pérou. Non, parce que c'est arrivé une aventure quand même au Pérou. Incroyable. Je pense que tu souhaites qu'on parle de Titicaca. Ouais. Ça a été justement, je racontais tout à l'heure justement les problèmes de classification auxquels je faisais face. Quand je reviens de ces championnats d'Europe où justement je perds goût en la compétition parce que j'ai plus aucune chance de devenir champion. Et en plus, quand on rentre de ces championnats d'Europe, on nous annonce que c'est le confinement. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais en gros, moi je vais utiliser ce confinement pour prendre des décisions. La première, c'est d'arrêter la compétition. Okay. Et la deuxième, c'est de créer mes propres challenges pour continuer à nager. Mais un peu à la Philippe Croison. Ouais, c'est ça. Mais ça a toujours été une grande inspiration, Philippe. Et donc, moi, je vais utiliser le confinement pour écrire ma première aventure avec les gens qui travaillent avec moi. Et on a décidé de se lancer sur le lac Titicaca, donc qui est le lac navigable le plus haut du monde. Il se situe à un peu plus de 3800 mètres d'altitude, donc il y a une grosse contrainte hypoxique. Ouais. Au Pérou, du coup. Entre le Pérou et la Bolivie. Ouais. Parce que j'essaie d'expliquer quand même pourquoi on met ces objets. Le lama, ouais. Voilà, joli clin d'œil. Au départ, on avait chopé un espèce de gros sticker où il était marqué le lac Titicaca, il y avait un lama et tout. C'est pas arrivé à temps. Ah, d'accord. Du coup, on est allé choper une petite figurine. Il me faut un lama, les gars, dans la rue. Ouais. Qui a trouvé moi un lama. Vous l'avez vu, le gars là qui cherche un lama tout à l'heure, parce qu'il est inquiétant quand même. Il est un peu fou. Ouais. Non, mais je remarque le geste, c'est très bien. Donc, l'idée c'était de traverser ce lac à la nage. Il y a une contrainte hypoxique, l'eau est à 12 degrés et il y avait 112 bornes à faire. Et moi, donc, on a créé une équipe autour de moi avec le chef de projet, avec des coachs. Et surtout, il fallait trouver 2 autres personnes pour partir à l'aventure avec moi. Et on a trouvé une ancienne nageuse olympique, Malia Metela, qui a été vice-championne olympique, et Mathieu Wittwood, qui est un éco-aventurier, sûrement à l'heure où on se parle, en train de traverser l'Atlantique avec sa femme, à la nage. Ok, voilà. À la nage. C'est un grand taré. Ouais, ils partent pour 4 mois de traversée là. On mettra les images si du coup on a des nouvelles, juste des nouvelles de ce monsieur. Non, j'espère. Défi de fou. Ouais, défi de fou. Et donc, à l'époque, lui, il avait pas fait des trucs comme ça. Hein. Il avait fait quand même Gibraltar, il avait fait des traversées comme ça. Okay. Quand même stylé. Mais c'était un gros projet pour lui aussi. Et on s'est réunis tous les 3 plusieurs fois parce que on s'est préparé pendant 15 mois pour ce défi qu'on a décidé de faire en totale autonomie. C'est-à-dire qu'on a décidé de tracter un radeau à la nage. Un radeau qu'on a éco-conçu parce qu'on avait récupéré plein de matériaux et tout pour construire un radeau un peu toile de tente,
mi-catamaran aussi, Ok. où on pouvait mettre nos provisions et on pouvait dormir à l'intérieur également. Et ça pesait 500 kilos quand même, cette mascarade. Donc il fallait À tracter 3. ça à la nage. Ouais. Et donc, dans une eau à 12 degrés Dans à une- 3800. Voilà, Ok, c'est très ça. bien. Et ça a été voilà, déjà une aventure folle temps par la préparation parce que ça a été long. On s'est préparé en eau froide sur le lac de Tignes qui était gelé. On sciait la glace pour nager dans de l'eau glacée. On a fait des méthodes Wim Hof. On a, C'est quoi Wim Hof, méthode c'est Wim Hof une technique de respiration qui te permet de rentrer plus paisiblement dans de l'eau gelée. Ok, Franchement, très bien. ouais, ça te fait respirer, c'est très cool. Mais moi, franchement, je me suis caillé, les gars. Je dis la vérité. Je respecte toutes les personnes qui font la méthode Wim Hof, mais franchement, moi, ça m'a tué. Hein. Ah Franchement, l'eau froide, c'est quelque chose. Ah, ça saisit. Hein. Ah, ça, c'est. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de fois ce truc-là, sauf une fois quand même en Norvège, tu sais, le sauna, Ouais. suivi Ah oui. du saut, Ouais. en Finlande, pardon, du saut dans le lac gelé, tu Ouais, vois. bah, c'est ça. J'ai pas fait Wim Hof, Ouais. et ça, Mais ça veut dire que toi, les couilles tu aussi. vas dans un sauna hyper chaud. Tu vas dans un sauna hyper chaud. Après, tu vas en dans l'eau Finlande, froide. ils sont même tout nus, Ok. ils sortent. T'es à poil, toi? Non, moi j'étais pas à poil. Ok. En fait, on était avec des guides qui eux s'étaient mis à poil. Ouais. C'était un couple. Wow. Mais moi j'étais avec un pote C'est qui vraiment- c'était pour faire un espèce de docu en Laponie. Et moi avec mon pote on est resté en caleçon. Ouais. Mais ouais du coup tu crèves de chaud quoi, sauna. Ouais. Tu sors, donc bah là il caille. T'as un espèce d'endroit dans le lac où tu vas dans l'eau gelée. Oh. Et en gros tu fais des allers-retours un peu comme ça quoi. Ok. Et Oh. ça purifie tout ça. Mais ça doit faire du bien. Fait du bien après coup. Ouais, Mais, c'est ça. La première fois dans l'eau gelée. Ouais, ça fait mal. Je crois Bah, que c'est ça. ouais, ça fait mal. Ah, surtout que nous, on n'avait pas le sauna pour se réchauffer après, quoi. Ah non, mais C'est-à-dire que- toi, je n'imagine même pas. Surtout, Ouais. t'as un radeau. Ouais, fait, non, juste- c'était un enfer. Après, pendant la traversée, elle était à 12 degrés. Donc, Oui, c'est c'était pas le lac de Tignes à 1 degré, tu vois. Il y a une vraie différence. Plus la température est froide, plus chaque degré compte, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est fou l'écart. Nous, on ressentait la différence entre une eau à 12 et à 10, quoi. Ça changeait tout, Ok. vraiment. Et donc, on s'est préparé à ça. On a même dormi à fond remue dans des chambres hypoxiques. C'est-à-dire qu'on gérait le taux d'oxygène à l'intérieur de nos chambres pour pouvoir habituer notre corps au manque d'oxygène, tout simplement, pendant plusieurs nuits. C'était fort, quoi. C'était dur. Mais on s'est bien préparé. Et l'aventure a été exceptionnelle, d'une part, parce que quand t'es coupé du monde comme ça à 3 pendant 11 jours, parce qu'on a mis 11 jours à faire la traversée, déjà, c'est fort humainement. C'est une traversée ou c'est un tour? Non, c'était une C'est une traversée. traversée. C'était vraiment une traversée dans la longueur et ça avait jamais été tenté en longueur, justement. On comprend pourquoi. Parce que ça a été horrible. Horrible parce que dès qu'il y avait du vent, en fait, on pouvait pas avancer parce que ça prenait le radeau prenait le vent et nous, en fait, on pouvait nager pendant 1 heure, ça nous fait avancer de 5 mètres, donc ça sert à rien. Donc on a dû attendre des créneaux de nage. Des fois, on avait juste le temps de nager 45 minutes après le vent se relevait. Donc en gros, on avait idéalisé faut le truc. s'occuper après. Ah ouais, c'est ça. Horrible. Puis surtout que t'as pas de smartphone, t'as rien, t'es coupé Ouais. du monde. Hein. Et en plus, moi j'avais pris un bouquin, le seul bouquin que j'ai pris c'était Marche ou crève. Pardon, Je suis mais sûr que c'est c'est un peu de ta faute. Non mais je suis trop con. Non mais je vous le dis les gars, je suis trop con. J'ai pris Prends-toi un, je sais pas, un petit polar, t'as envie d'arriver à la fin. Marche ou crève. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus, quand j'ai sorti le livre de mon sac étanche, mon pote Mathieu, il m'a regardé bizarrement. J'ai tout de suite compris. Purée, j'ai pas fait le bon choix du bouquin, quoi. Et c'était horrible. Mais je l'ai Avec fini, un d'ailleurs. truc. Ah ouais. Non, je l'ai fini sur le lac. Bon, forcément, ça m'a pas mis dans un good mood non plus, quoi. Mais voilà, sympa quand même comme bouquin. Pas du tout. En vrai, j'ai pas kiffé. Et non, vraiment, voilà, ça a été long. Et on a eu vraiment peur plusieurs fois parce que la météo vraiment nous a joué des tours. On a eu un orage dès la 2e nuit. On s'était amarré sur un petit îlot et la foudre est tombée à peut-être 10-15 mètres de notre embarcation. Ouais, t'as le temps de flipper. T'as le temps de flipper et je peux t'assurer que ça fait quelque chose de voir la foudre tomber. Moi en tout cas, c'est la première fois que je voyais ça en vrai. J'ai déjà vu des vidéos et des documentaires qui enregistraient ce moment-là, mais quand tu le vois en vrai, c'est flippant. Et tu te dis, pourquoi c'est pas tombé sur nous là? T'espères que ça retombe pas, quoi. Toujours dans l'attente. T'es Mais... toujours dans l'attente et moi je suis absolument pas patient. Franchement, j'ai pété un plomb pendant cette expédition, mais c'est bien parce que ça m'a fait découvrir des capacités que je soupçonnais pas chez moi, la patience. Il a fallu rien que le trouver fait de se préparer pendant 15 mois avant. Ouais. Bon, du coup, t'as déjà fait de la compète, etc. Mais là, c'est pour un projet particulier. Ouais. Tu te dis, ok, on a 15 mois et il faut être à fond à la fin. Ah, mais t'es obligé. Ouais.
T'es obligé. Tu dois être focus et ouais, j'ai dû bosser sur ma concentration. Et pour être honnête, le 8e matin, à la 8e matinée, je me suis levé avec l'envie d'abandonner tellement j'étais cuit. J'étais cuit physiquement parce qu'on dormait pas. Les conditions étaient horribles. Le bateau menaçait de se retourner chaque nuit parce qu'il n'était pas conçu pour ce genre de conditions météo. Les orages tous les soirs, mais des orages vraiment. Moi j'adore le bruit de l'orage quand je suis tranquille sous ma couette dans mon appart. C'est le meilleur bruit d'ailleurs. Ouais. C'est fenêtres ouvertes et la pluie qui tombe. Mais ah ouais, non, mais quand là, t'es sous la flotte. Quand t'es dans sur un mini catamaran au milieu du lac Titicaca et que t'es sous une coque, tu sais, en fait on avait pris sur le bon coin une tente que tu mets sur les 4x4 normalement qui se déplie et qui se... Je vois totalement. Tu vois, on avait posé ça sur le mini catamaran. Ça va suffire. Donc tu te dis ouais, voilà, ça fera l'affaire. Et ouais, vraiment, t'avais l'impression que l'orage était juste à côté de toi en permanence. Et donc ouais, la 8e journée, j'ai envie d'abandonner parce que trop dur, parce que vraiment on a failli y passer plusieurs fois et que pour moi j'étais parti là-bas à relever un défi sportif, pas mettre ma vie en jeu quoi. La phrase qui peut paraître un peu bateau, l'union fait la force, elle prend tout son sens parce que Malia et Mathieu m'ont conseillé, m'ont encouragé, ont trouvé les mots pour me remobiliser, me remotiver. Et au final, on est allé au bout de cette traversée. T'es reparti et puis bravo déjà. Trop cool. Gentil. Merci excellent. beaucoup. Excellent. Comment tu gères justement cet effort à la fois quand t'es là-bas, en fait, est-ce que c'est très instinctif en mode de toute façon, il faut que j'avance en vrai à un moment donné. Comment tu gères ça? C'est ça qui est dur. En fait, t'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix, donc tu le subis et tu t'espères très très fort que tu vas pouvoir nager le plus longtemps possible pour faire avancer l'expédition et pour pouvoir aussi rentrer le plus vite possible en France quoi, parce que moi j'avais pas envie d'y rester des semaines et des semaines parce que je savais même pas si mon corps allait pouvoir tenir la totalité de la traversée, donc t'es tout le temps un peu dans l'inquiétude, donc t'as envie d'aller vite. Et donc ce que t'apprends, c'est justement ce qu'on disait, t'apprends à être patient et en fait à écouter Dame Nature quoi, parce que mais tu sais franchement on va peut-être me prendre un peu pour un mec un peu taré, un peu barré, mais personne ne pensera ça. Non, il a fait la traversée du lac Titicaca. Non, mais en fait je me suis fait une réflexion à la fin de cette traversée, c'est que en gros moi j'avais décidé de partir à l'aventure avec Mathieu Vidou justement pour qu'il emmène son empreinte écolo, enfin tu sais, qu'il emmène justement ses connaissances là-dessus. Pour donner un exemple, en gros on a décidé de laisser l'embarcation sur le lac Titicaca et aujourd'hui cette embarcation elle permet de faire des récoltes de déchets sur le lac, des choses comme ça. Donc en gros il y avait un but environnemental aussi derrière l'expédition. Et donc j'ai appris plein de choses grâce à Mathieu pendant la traversée, et à la fin de la traversée je me suis fait cette réflexion. En gros c'est que on dit que la Terre se fragilise de plus en plus, ce qui est vrai, ce qui est alarmant, ce qui peut faire vraiment flipper. Mais là moi ce que j'ai ressenti pendant la traversée, c'était qu'elle était encore bien plus puissante, forte et puissante que nous en fait, cette planète. Et ça fait du bien aussi de se sentir un peu petit quoi quelque part, et que non, là c'est à nous de trouver des solutions pour nager quand la nature nous le permet. T'as pas le choix de toute façon, il y a des moments où tu peux juste pas. C'est ça, tu peux pas, donc t'attends, tu refais le monde avec tes potes d'aventure. Je peux dire on s'est raconté des histoires improbables, on mangeait beaucoup aussi parce qu'il faisait froid et qu'on avait de la nourriture lyophilisée, donc on s'occupait comme ça en faisant nos petits repas, puis voilà, t'attends que le temps passe et puis tu contemples aussi la nature, le lac, les paysages de fou qu'on a eu la chance de voir et de découvrir. Et puis aussi ça fait du bien d'avoir ce temps-là où justement t'as pas ton portable, t'as pas les réseaux, t'as pas tout ça, t'es en déconnexion totale et ça fait du bien. Ok, il reste 2 objets. 5 ou 6. Le 6. Wow! Alors c'est pas le bonbon le plus facile à ouvrir. Non, alors non, j'ai choisi le pire bonbon en plus. Déjà tu galères à les manger, en plus après tu galères parce que t'en as plein entre les dents. Carambar au caramel. Bravo pour l'enquête. Ouais, alors tu vas te demander pourquoi je te lance là-dessus. Là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Non mais je voulais t'emmener un peu sur un truc de... Est-ce que t'as des passions, des péchés mignons, qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie et que, je sais pas, soit les gens soupçonnent pas ou que les gens soupçonnent carrément, j'en sais rien, mais... Tu veux de l'exclu? Non, je m'en fiche de l'exclu, mais ça m'intéresse de savoir si t'as des passions, des trucs que tu kiffes faire. Il y a un truc que les gens connaissent, ne savent pas vraiment sur moi, mais qui a pris beaucoup de place et beaucoup de place dans mon enfance. C'est que avant de partir en sport-études, j'avais une autre passion. Attends, je peux deviner ou pas? Ouais. Ça n'a rien à voir avec le sport? Ça dépend. En fait, j'ai l'impression que je sais. J'ai l'impression que j'ai pareil en fait. C'est les échecs? Non.
Ah putain, j'ai cru. Non. Non, c'est un truc cérébral aussi ou... Non. Non, donc plus lié avec le sport que le cerveau. C'est pas vraiment un sport. Ça C'est peut être créatif, c'est créatif. Ça peut être sportif, c'est pas créatif. Un indice? C'est-à-dire avant sport-études, hein. Enfin avant que je fasse de la natation, c'est-à-dire que j'avais... c'est avant mes 13 ans. Ok, vas-y, un indice. Un indice, non, mon ancienne passion a quand même un rapport avec l'eau. Alors C'est moi, une activité que tu peux faire au bord de l'eau. Ah, du surf, la pêche. Ah, La la pêche. pêche. Ouais. Énorme. Et je suis un fou, j'allais dire je suis un fou de pêche, je pêche plus, j'ai plus le temps et puis je peux pas en ce moment, je Ouais. peux plus. Enfin c'est même pas que je peux pas, mais c'est que à Paris c'est galère. Mais je pêchais beaucoup, Putain, énorme. tellement que j'allais à l'école de pêche tous les mercredis après-midi à la MJC. Mais non. Ouais. Mais je savais même pas que ça existait. Pendant 2 les ans, écoles de pêche. donc école de pêche, tous les mercredis après-midi, l'hiver on faisait des lignes et l'été on allait à la pêche, concours de pêche, je suis vice-champion départemental de pêche au cou en 2012. Y a quoi Je veux dire, c'est quoi Ah, mais, vous voulez quoi de plus personne peut tester en fait. Non juste, mais gars, c'était une folie. Mais quand je te dis que c'était une vraie passion, c'est que à Noël, je demandais des cannes à pêche. c'est énorme. J'avais une station de pêche, c'est-à-dire j'avais un siège avec, je sais pas, un mini ponton dessus, vraiment. Truc. Le siège du campeur avec le petit nanan. Ouais, à non, côté. vraiment une folie. J'avais une tablette et tout quand j'allais à la pêche. Fallait mettre tout dans un kangou, quoi. Tu vois, c'était une grosse, Ouais, c'est une énorme. grosse voiture avec Attends, mais vice-champion départemental, écoute, enfin à un moment bah, donné, écoute, oui. on s'emmerde pas, Ouais, je te le mais, dis. Non, et donc ouais, ça c'est une grosse passion qui a pris beaucoup de place dans mon enfance et que les gens ne soupçonnent pas. Énorme. Mais j'ai beaucoup pêché, ouais. Tu vois qui Cyril Choquet ou pas? C'est qui ça? C'est un youtubeur français pêche. Ah ouais? C'est exceptionnel. Mec, ouais. Mais il fait du j'ai pêche, un peu lâché. il fait de la pêche au gros? ouais, mais pire que gros. Ah ouais, d'accord. Il va dans les 4 coins du monde, dans les fleuves d'Amazonie, Ok, ouais, bah aller non. pêcher des trucs comme ça. Mais tu regarderas ces vidéos, c'est exceptionnel. Ok. J'adore regarder Bah, ça. je vais regarder. Peut-être que là, Ouais. on est en train de relancer ma passion là. Quand il y a de l'orage dehors et qu'il Ouais, pleut, voilà. et t'es... Je mets une petite vidéo de pêche. Non, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à pêcher avec mon père, avec mes potes et même mon coach quand je suis arrivé à Vichy. Et donc, on allait à la pêche ensemble. Voilà, c'est énorme. ça détend. Exclu du coup. Exclu, hein. Exclu, les gars. Attention. Théo Curin, pêcheur. La presse va s'affoler devant. Ouais. Donc, ouais, ça fait partie de mes petits Trop péchés mignons. Petit hobby. Mon petit hobby, ouais. Bah, c'est quand même marrant parce que tu l'as poussé un peu loin pour qu'on se dise, ok, il prenait le truc bien au sérieux quand même. Ouais. Quand tu commences à faire des compètes, en vrai, c'est que. Ah ouais, non, mais vraiment. Non, c'était sérieux. Hein. On rigolait Ouais. pas avec ça, moi. Non, je me doute, je vois bien. Je vois bien, je non, vois vous bien. moquez pas, les gars, parce que là, vraiment, je vais me barrer. Hein. Je rigole. Il reste un dernier objet. Bon, bah, du coup, t'as pas le choix. Alors, c'est un témoin. C'est un témoin de relais, ouais. À moi de réfléchir un peu, là. Bon, t'as pas fait d'athlétisme. Bah, non. Non. Mais c'est bien que ce soit l'objet de fin. C'est plus sur le truc de transmission. Ok. Tu vois. Ok. J'allais dire non, parti. c'est parce que j'ai été témoin de mariage un jour. Peut-être. Ah, tu veux raconter ça? Non. On peut en parler. hein. Mais c'est Mathieu, justement, Mathieu Vidvout, qui a été mon camarade d'aventure. Ah, Voilà. belle histoire. Belle histoire, en vrai. Belle De histoire, ouf. très belle De ouf. histoire. Je l'embrasse. Non, le côté transmission, mais on en a un petit peu parlé sur. En fait, c'était là où je voulais t'emmener un peu sur ton émission Théotop, en vrai. Ok. De dire un peu transmission Ouais, mais aussi on avec peut les reparler, enfants. Du coup, je sais pas. Non, mais On a déjà dit quoi. Ouais, non, mais en fait, non, mais pour le truc un peu plus large, si tu veux qu'on parle de transmission, pour Ouais, moi, je suis ça me chaud. parle parce que parfois les gens disent tu deviens un peu le porte-parole des personnes handicapées, mais en fait, moi, c'est pas du tout ce que je veux parce que je pense que ça dessert presque le but et le propos en fait de mettre quelqu'un comme moi dans la case de lui, il va parler des personnes handicapées, il va les défendre, C'est- il va dire ce qui va pas, Un etc. truc de hiérarchie. Ouais. Que finalement n'importe quelle personne, Ouais. comme tu dis, en situation de handicap ou pas en situation de Ouais. handicap, peut porter ces messages-là. Par y a exemple, pas de... toi tu peux très bien, je sais pas, boire un verre avec un groupe de potes et dans le groupe de potes, Ça, je il y a peux. ouais déjà tu peux. Premièrement. Mais par exemple, tu vois, il y a une fille qui est en fauteuil roulant et tu vas te rendre compte pendant cette soirée que les toilettes du resto ils sont pas adaptées, que elle galère à trouver un taf et là t'es sensibilisé au handicap, pourtant t'en as pas Ouais. toi de handicap. Bref. Et donc je pense qu'en fait on peut tous porter ce message-là. Moi en fait ce que j'ai envie aujourd'hui c'est de transmettre les valeurs que j'ai apprises et que j'apprends encore aujourd'hui parce que je suis hyper jeune, mais auprès de tout le monde quoi, auprès pour les gens qui me suivent à la télévision, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour les gens que je rencontre et surtout pour les enfants. J'ai toujours été fasciné par les enfants parce qu'en gros avec eux il n'y a pas de tabou déjà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de filtre, c'est-à-dire que à partir du
moment où ils ont une question, et ben ils vont te la poser. Et à partir du moment où tu auras répondu à leur question, et ben pareil, c'est passé quoi. En fait. Les échanges les plus concrets et les échanges qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je pense que c'était avec des gamins dans l'émission de Théo Top. Parce que déjà ils m'ont impressionné par leur connaissance, par leur maturité dans leurs propos, etc. Mais aussi parce qu'ils posent des vraies questions quoi. On passe pas par quatre chemins et c'est clair. Et je sais pertinemment que à partir du moment où je vais leur expliquer ce qui m'est arrivé, leur expliquer que ça me fait pas mal, leur expliquer comment je vis avec cette particularité aujourd'hui, et bien en fait mon handicap ne sera plus du tout un sujet pour eux. Et ce que je me dis, c'est que aujourd'hui notre rôle, votre rôle aussi à travers ce programme, tous les podcasts que vous faites sur internet, etc., sur plein de sujets, et c'est de divertir, de renseigner et de donner des infos aux jeunes qui sont les adultes de demain. Donc aujourd'hui, moi mon objectif, c'est pas de parler que de handicap, c'est de parler de tout ce qui me fait rêver au plus grand nombre. Tu peux carrément aider quelqu'un. Des jeunes. Je t'ai coupé. C'est ça. Ok, nickel. Non mais je veux dire, tu peux aussi très bien aider quelqu'un sur un sujet qui n'a rien à voir avec le handicap, tu vois, ça aussi. D'ailleurs, les dinosaures, maintenant je suis vachement calé parce que j'ai regardé un podcast une fois qui m'a vraiment intéressé. T'as oublié Génial après podcast, je crois. Comment ? T'as oublié Génial après podcast. Si, j'ai dit, non, ce que j'ai dit, un génial podcast. Ah, ça se dit pas, c'est pour ça. Non, c'est une très bonne conclusion. Moi non plus, je sais pas trop comment repartir là-dessus. Mais en tout cas, j'ai plus d'objets. Non, mais en vrai, j'étais trop content de t'avoir. Franchement, c'était un échange super bien. Tu vois, on parle de transmission, d'apprentissage et tout. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai voulu faire ce podcast-là. Parce que à travers ce qu'on fait sur les réseaux, etc., il y a moins ce côté très humain et tout. Moi, je commençais à ressentir ce besoin de rencontrer des gens différents, pas nécessairement du même milieu qu'on fréquente un peu, tu vois, sur les réseaux et tout, parce que en fait, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent pas, mais de dépasser un peu ce cadre-là et puis de pouvoir le partager aussi aux gens, c'est cool. Donc merci d'être venu. Merci à toi. Merci de ta gentillesse. Et on a une dernière séquence quand même. Dis-moi, l'objet. Les cadeaux. Les cadeaux. Alors, est-ce que tu veux donner ton cadeau avant ou recevoir ton cadeau avant ? Du coup, on sait si t'es égoïste ou pas avec cette question. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai peur du cadeau qu'on me donne. Ouais. Vas-y, moi je dis ce que j'ai. Quand je sais pas. Pour le prochain. Pas du tout. On m'a dit, il faut que tu ramènes un objet. Alors, et moi, quand il faut ramener un objet, je suis en Thanas 2000, je sais plus en fait ce qu'il faut que je fasse, etc. Surtout qu'on sait pas en fait à qui on le donne. Non. Et je me suis dit, vas-y. Tu sais quoi ? Je sais même pas à qui tu vas le donner là. Ok, d'accord, sympa. Parce que je sais plus exactement l'ordre que c'est. Je pourrais même pas te donner d'indice, il faudra que t'écoutes. Ok. Tu nous feras un peu de stream. Très bien, compte sur moi. Et donc en fait je me suis dit vas-y, je vais ramener un objet qui fait référence quand même à qui je suis et à ce que j'ai fait. Et donc en gros, j'allais pas ramener un maillot de bain parce qu'en vrai j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. C'est précieux. Et puis c'est précieux. Et puis en vrai, d'un point de vue hygiénique, pas ouf. Mais je me dis, les lunettes de piscine, ça peut servir à tout le monde. Clairement. Et surtout, et ça c'est vrai, je te jure que c'est pas une anecdote. Mais je te crois d'avance, figure-toi. C'est une des paires de lunettes que j'ai utilisées sur une traversée que j'ai faite en Argentine en 2022 ou 2023, je sais plus. Donc c'est des lunettes de compète en vrai. C'est des lunettes de compète, ouais, vraiment. Enfin, c'est des bonnes lunettes. C'est des bonnes lunettes. Et qu'on servi vraiment à une course qui s'appelle la Santa Fe Coronda. Donc c'est une course de 57 km dans une rivière en Argentine qui est déchaînée et que j'ai faite après Titicaca. Tout simplement. Ouais. Encore, on en découvre encore des trucs. Ouais. Non mais enfin voilà, c'était une aventure dingue aussi. Ça a été une course que j'ai faite en solo cette fois. Mais l'idée c'était le premier athlète en e-sport à participer à cette course qui est mythique aux yeux des nageurs. Et en gros, quand on fait des courses longues comme ça, on a toujours 2 voire 3 paires de lunettes parce qu'il peut arriver qu'elles pètent ou qu'il y ait trop de buée dedans et tout. Et celle-ci, on nageait du coup entre Santa Fe et Coronda en Argentine. Voilà. Énorme. Voilà. Je prends et je transmettrai. Voilà. Je transmets même si j'ai envie de les garder. C'est pour ça qu'elles sont un peu abîmées parce qu'elles ont servi. Un objet du vécu, il n'y a rien de plus beau. C'est finalement. vrai. Et c'est le temps pour moi de te donner le cadeau, qui est emballé en plus. Oh purée. Oui. Qui te le donne ? C'est ça la question. Ah oui alors. Qui te le donne ? C'est le DJ Petit Biscuit. Ah énorme. Ok. Donc c'est Petit Biscuit ça. Ça c'est Petit Biscuit, ouais. Et il a expliqué pourquoi Oui, il a expliqué pourquoi. Ça sent bon. Putain, tu sais que je suis fan. Non, je suis fan. Non, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Ah, mais je suis fan aussi de ça. C'est une bougie diptyque. Ouais. J'en ai plein chez moi. C'est énorme. Je suis un taré de bougies. C'est énorme. Je suis un taré de senteur, en fait. Je suis fou des odeurs. Et ben voilà. C'est une belle bougie diptyque. On n'a pas... Enfin, il n'y a pas trop de risques sur le goût. En vrai, je vais te faire l'anecdote jusqu'au bout. C'est quoi le goût, ouais ? Je sais honnêtement pas, mais... Oui, ça sent bon. L'anecdote, c'est que Mehdi, donc Petit Biscuit,
a été briefé aussi qu'il y avait un cadeau à faire, etc. Donc il a préparé le cadeau, et lui il habite à Rouen, et il est venu donc ce matin, et il a oublié sa bougie. Il nous envoie un message en mode les gars, là je suis entre Rouen et Paris, juste si je veux être à l'heure, je peux pas récupérer la bougie. Donc c'est toi qui allais chercher cette bougie. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ouais. On va aller chercher la bougie. Ouais. Je me suis dit quoi? Ok, bougie, on va pas aller prendre une vieille bougie, bon voilà. Je me souviens que j'ai déjà entendu parler de diptyque en mode bougie cool quoi. Très bougie belle cadeau, bougie. sympa. Très bonne bougie. Très Et bon donc cadeau. on va là-bas et on récupère ça. Ouais. Petit biscuit reçoit son cadeau, voilà, et il nous dit, mais tu sais pas quoi, j'adore diptyque, j'adore même leur parfum et tout. C'était une bougie diptyque. Mais non. C'est pas fou ça? Voilà. Et C'est de la folie. Et voilà que toi, Eh ben, je suis dingue. voilà. Et on leur a, pareil, on a fait on a essayé de leur gratter des bougies Ouais. à la cam. On a dit diptyque. Bah, Diptyque, on aime beaucoup ce que vous faites. Vous embêtez pas. Vous faites livrer une grosse palette chez César. Chez nous, et puis nous, après on partage. Ouais. Il n'y a pas de galère. On vous fera une giga promo, mais vous avez jamais vu ça. Même la collection Lacoste n'a pas fait aussi fort, je crois, que ce qu'on va faire avec diptyque. Bah, j'espère. Ouais. J'attends de voir quand Voilà. même. Envoyez-nous le contrat. Après, on en reparle. Voilà. Mais non, mais trop sympa, trop rigolo. C'est la petite bougie de la part de Mehdi. Eh ben merci. Quand Merci même. Mehdi. Donc, oui, j'ai pas expliqué pourquoi. Bah non alors. Bah non, parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, donc Mehdi, il est producteur de musique et il adore se mettre dans des petits cocons. Et quand il compose de la musique, il se met toujours ses petites bougies et tout. Voilà, ça le met dans sa bulle. C'est un moyen d'être finalement très chill. Chill guy en fait. Ouais, mais Chill je vois, guy. je Donc, vois. Mais c'est très très cool. Je vais mettre ça dans mon salon tout à l'heure, voilà. vraiment. Et tu mettras Sunset Lover Bien sûr. en fond et t'auras tout. C'est tout rigolo. l'attiré, c'est Trop magnifique. sympa. C'est rigolo. Et nous, on a un cadeau pour toi. Arrête, mais Parce que arrête. en fait, c'est le concept, c'est les cadeaux quoi. Mais en Gars. gros, on a. Ah, c'est pas celui-là. J'en ai un moi déjà de toi. C'est vrai? Ouais. Notre livre Ouais. Améliore ta culture G. Ouais, mais c'est sur le portable que je l'ai. Ok. Et on a fait Ah. une BD avec Eloane Ouais, qui est là. c'est vrai, ok. On a écrit une BD. Je te coupe, je suis en enfer. Je suis désolé. Parce que justement, pareil, à la suite du podcast que j'ai écouté, après j'ai acheté le livre Améliore ta culture G là. Ok. Et j'ai eu la bonne surprise, en le lisant, de me voir dedans. Mais oui, Les gars. Totalement. Ah ouais, non mais C'est alors, quoi ce on en délire? parle là. Je suis là, je suis en train de lire le livre, et là je vois ma gueule dessus. Je me dis, frère, mais je suis en train de délirer ou quoi, les gars? En Il y a ma gueule dessus. en fait, les gars sont fous de moi. J'ai très peur de venir en fait, c'est ça que tu te dis. C'est pour ça que je suis venu. Non mais en gros on a la BD qui est sortie en juin, ta dose de culture G, allez checker ça bien sûr. Et voilà, et on t'a mis un petit mot dedans et Chouette. on te l'a dit. Merci beaucoup, Voilà, je suis gâté, t'es vraiment. pas obligé de la lire si tu veux pas, mais au moins tu l'as. Mais il paraît que le combo bougie diptyque, Sunset Lover, BD dans ton canapé est exceptionnel. Ça a peut-être jamais été fait, mais Non, c'est trop gentil. C'est un plaisir aussi d'être là avec vous, vraiment. bah mec, J'aime beaucoup ces rencontres. Comme quoi le hasard parfois fait bien les choses. Tu as un diplodocus et Voilà. Et on se retrouve là et je repars avec une bougie et une BD. Franchement, je suis régalé. Voilà, vous faites un heureux aujourd'hui. Non, vraiment, je suis très content de vous avoir rencontré. C'était trop chouette. trop bien. Très bonne Bah, idée tout de pareil. concept d'objet et tout. C'est très chouette en tout cas. Eh ben, Bravo. merci. Non mais trop cool, on était trop contents de t'avoir. Moi, je suis sûr que les gens vont adorer aussi. Et puis voilà, hein, c'est la clôture de ce podcast finalement. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vous allez découvrir à qui Théo a offert un cadeau. J'ai hâte de savoir. Alors, on a tous envie de savoir qui repartira avec ses petites lunettes. Si c'est Florent Finalement. Manodou, il va être dégoûté. Il va s'en prendre. Allez, bah merci en tout cas encore une fois d'être venu. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao! Ciao.